Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en live. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 juin 2023. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste indépendant et nous nous retrouvons pour notre point bimensuel. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition ici s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas des obligations d'investissement ni des offres d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Les informations ne constituent par ailleurs pas des conseils en investissement. Voilà, ici nous faisons un point de marché, nous parlons analyse de sentiments, analyse macroéconomique, analyse technique, on voit ensemble des scénarios, des possibilités et ensuite c'est à vous, selon votre expérience, votre style, vos produits préférés, de mettre en place vos stratégies. Remerciements à mes partenaires qui sont des sponsors donc en toute transparence. Merci à Trade Republic et également à Citi avec qui je travaille sur les produits de bourse. Petit mot justement sur ces partenaires. Nous sommes actuellement dans une ère où il y a beaucoup d'influenceurs sur toutes sortes de réseaux sociaux qui tous les 3 mois vont changer de partenaire et vont mettre en avant les plus offrants. Pour ma part, je ne mets en avant que des marques que j'utilise. Voilà, je suis client de Trade Republic, ma femme aussi, j'utilise les produits Citi sur la plateforme Trade Republic. J'utilise également ProRealTime qui est un de mes partenaires, plateforme que j'utilise depuis 15 ou 16 ans. Et le mois prochain, je vous mettrai aussi en avant le gérant de patrimoine avec lequel je travaille. Donc je ne vais pas aux plus offrants et à ceux qui veulent me payer le plus. Je produis du travail, voilà, de la pédagogie sur le long terme, sur l'investissement, sur la bourse, sur le trading. Et je m'associe aux marques que je connais depuis des années, dont je connais les PDG, dont je connais le sérieux. Et c'est donc un échange de bons procédés. Je vous rappelle nos rendez-vous. 2 mardis par mois, on se retrouve pour ce point de marché en live sur Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai de les traiter à la fin. Tous les jours, vous pouvez me retrouver sur Twitter pour des informations et des graphiques. Et le mercredi, la newsletter. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, c'est sur nicolachéron.fr. Au sommaire de cette émission, on va faire un petit focus marché, voir quels sont les derniers développements, les derniers décalages de marché, même s'il n'y en a pas des masses. On sent la période estivale arriver avec un certain calme, une volatilité très faible, que ce soit sur les actions, les obligations, les indices, le forex. Les marchés sont plutôt calmes. On verra un top flop très étoffé. J'ai 24 graphiques à vous montrer dans cette partie top flop. Puis on passera sur la partie purement graphique des prix avec les indices, le pétrole, l'or, le bitcoin et une sélection parmi les actions que vous m'avez proposées hier sur Twitter, puisque le lundi avant l'émission du mardi, 2 fois par mois, je vous pose la question et vous me donnez vos actions. Bien évidemment, on m'a proposé une centaine d'actions, donc je dois choisir et j'en ai choisi une petite vingtaine. On va passer au focus marché. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés récemment? Les indices européens latéralisent. Si on regarde, en fait, le CAC 40 baisse souille depuis 2 mois. Sur 4 mois, il est totalement neutre et il est stable. Voilà, on est dans des ranges. Concernant les indices américains, ils consolident après des mouvements haussiers conséquents ces dernières semaines. Donc pour l'instant, c'est une respiration légitime post-euphorie de court terme. La neutralité est de mise, la volatilité est faible, les opportunités du coup se font de moins en moins nombreuses. C'est le genre de période où il faut savoir ne pas forcer. Et puis voilà, n'est-ce pas préférable que les marchés soient plutôt calmes pour pouvoir profiter de vos vacances? La Fed devrait monter de nouveau ses taux après avoir fait une pause sur ses taux d'intérêt. Elle devrait les monter de nouveau au mois de juillet, ce qui ne devrait pas surprendre les opérateurs. Les yeux seront rivés comme tous les mois sur les prochains chiffres d'inflation pour voir si cette dernière stabilise ou continue de reculer progressivement.
En Europe, la Banque Centrale Européenne compte poursuivre également le relèvement de ses taux directeurs au mois de juillet en raison d'un ralentissement trop lent de l'inflation dans la zone euro, a indiqué Christine Lagarde, la présidente de cette institution monétaire. La croissance du PIB chinois devrait être plus élevée au deuxième trimestre et atteindre l'objectif annuel de 5% selon les autorités du pays. Les prix du pétrole, eux, sont pressurisés par les craintes concernant l'activité économique mondiale en raison de taux élevés. Qui dit taux élevé dit aussi ralentissement économique. Qui dit ralentissement économique dit que les prix du pétrole ne sont pas particulièrement recherchés. Concernant le Bitcoin, il nous a fait une belle envolée de 27 000 à 30 000 dollars, enfin même, je crois qu'on venait des 26 et qu'on a poussé presque à 31, donc pratiquement 20% sur le mouvement. Le Bitcoin a été aidé par le lancement d'ETF, les projets de lancement de nombreuses institutions, dont BlackRock, ce qui devrait permettre au grand public de s'y intéresser. Et on va dire que c'est un combo qui l'a fait monter, médiatisation, plus rachat de positions vendeuses, plus appétit pour le risque, puisque le Bitcoin s'était un peu désynchronisé des indices boursiers, notamment du Nasdaq auquel il est habituellement très corrélé. Et c'est tout ça qui a permis au Bitcoin de revenir dans la zone des 30-31 000 dollars, une zone de résistance clé. On va maintenant passer au top flop. Hop. Alors, on entend beaucoup parler du Nikkei, car le Nikkei est sur des plus hauts de 30 ans. Et j'entends certains dire « Waouh, l'économie japonaise doit être sacrément florissante pour que le Nikkei soit sur des plus hauts de 30 ans, qu'il monte ces dernières années. » Alors, je vous ai mis deux graphiques. Le graphique de gauche, c'est le Nikkei, qui a baissé des années 90 à 2012, et qui, depuis 2012-2013, a démarré une tendance haussière très forte. À droite, je vous ai mis le bilan de la Banque centrale japonaise, la BOJ. Que pouvez-vous constater? Eh bien, c'est très simple. Le marché japonais monte depuis 11 ans, car depuis 11 ans, la Banque centrale rachète tout ce qui passe. Donc en fait, on a des prix d'un indice boursier qui sont administrés par la Banque centrale. Et c'est de plus en plus le cas dans à peu près toutes les zones économiques. Aux États-Unis, on peut voir également une très forte corrélation entre le S&P 500 et les liquidités déversées par la Banque centrale américaine. On est donc dans une soviétisation des marchés boursiers, si vous me passez l'expression. Une sorte de nationalisation, si je puis dire, par les autorités qui injectent, qui créent de la dette et qui rachètent tout ce qui passe, et ça soutient artificiellement les marchés. Donc on a des pays qui créent de la dette pour soutenir artificiellement leur croissance et des banques centrales qui créent de la dette pour soutenir artificiellement les marchés boursiers. Voilà le monde dans lequel nous sommes depuis pratiquement 15 ans, puisque au Japon le QE s'est fait depuis 2012, mais sinon ça avait commencé dès 2008 et la fameuse crise des subprimes. À gauche, vous avez un graphique des 7 valeurs les plus grosses du S&P 500. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, voilà, 98% de la hausse du S&P 500 est due à 7 valeurs sur 500. Quand on regarde le S&P 100, ces 7 valeurs, en fait, il est en légère baisse depuis le début de l'année. Donc on a des flux qui vont vers les valeurs technologiques et les valeurs qui ont le plus parlé de l'intelligence artificielle dans leur dernière communication. On a un flux vers les grosses capitalisations, vers la tech et vers l'IA, alors que sur le reste du marché, il ne se passe pas grand-chose. À droite, on peut voir d'ailleurs une désynchronisation particulière entre les taux d'intérêt et le Nasdaq. C'est assez hallucinant parce qu'il y avait une grosse corrélation taux d'intérêt, liquidité, Nasdaq. Et grâce à l'intelligence artificielle, en fait, ça a engendré un run haussier. Les opérateurs ont couru après le papier. Et voilà, à la recherche, on va dire, d'une thématique soutenue par la surmédiatisation de l'intelligence artificielle, eh bien, on a connu un mouvement haussier spéculatif très fort.
très concentré sur ces valeurs. À gauche, vous avez le nombre de références en orange à l'Internet et en bleu à l'intelligence artificielle, enfin en gris à l'intelligence artificielle, par rapport au pourcentage total des news Bloomberg. Bloomberg, vous savez, c'est la plateforme d'information utilisée par les gérants, les professionnels de la bourse. Quand on était en 98, 99, 2000, eh bien, tout le monde s'est mis à parler de l'Internet, et l'Internet est devenu omniprésent dans les news, et c'est ce qui a engendré la forte hausse de toutes les valeurs Internet à ce moment-là, puis une bulle qui était la bulle des technos avant que celle-ci se dégonfle. Eh bien, là, on est au même niveau, si je puis dire, de surmédiatisation de cette nouveauté, l'intelligence artificielle. Alors, il est clair que l'intelligence artificielle va remodeler notre économie, va augmenter la productivité de certaines entreprises, va détruire certains emplois et certains secteurs. Ça va remodeler notre économie dans les 10 ans à venir. Ce n'est pas qu'une mode de court terme, c'est vraiment quelque chose qui va changer la donne dans les années qui viennent. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y a un effet de mode de court terme. D'ailleurs, vous pouvez le voir à droite dans Google Trends. ChatGPT a été très recherché au début de l'année, puis ensuite c'était l'intelligence artificielle, les valeurs de l'intelligence artificielle. Et on voit que cette hype qui a duré plusieurs semaines et qui a d'ailleurs boosté les valeurs qui parlaient d'intelligence artificielle et qui a boosté les 7 valeurs dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, est en train de s'estomper. Il y a un effet, si vous voulez, de mode qui peut retomber. Donc on a des hausses qui peuvent consolider. Après, je ne dis pas que l'intelligence artificielle est une mode de court terme et que ça va s'effacer. C'est un méga trend pour les 10 ans à venir. Mais il y a des prix auxquels on peut payer des valeurs et il y a des prix auxquels, quand on paye des valeurs, 200 fois les bénéfices, comme sur Nvidia, eh bien, on peut connaître des soubresauts. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc le S&P 500, vous le voyez ici en rouge. On peut voir donc qu'il monte graduellement depuis le début de l'année. Maintenant, si on exclut les valeurs de l'intelligence artificielle du S&P 500, vous voyez qu'en fait, il baissouille progressivement depuis le début de l'année. Il a commencé l'année à 3850, il est à 3850. On n'a pas bougé en fait. Donc il y a 10 valeurs qui font toute la performance et qui captent tous les flux. Sur le reste, c'est un marché qui est relativement très calme. Graphique à droite pour mettre de l'eau au moulin concernant la hausse des derniers mois. Est-ce qu'on est dans un rebond technique de marché baissier ou est-ce qu'on est dans un vrai marché haussier? Ça, c'est un graphique qui apporte de l'eau au moulin des acheteurs, ceux qui sont haussiers. C'est que normalement, un rebond technique dans une dynamique baissière dure autour de 60 jours et peut pousser jusqu'à 100-150 jours sur des cas exceptionnels comme en 2001 ou en 1929. Là, on est à 6 mois de hausse progressive de ces derniers mois. Donc, cela, ça voudrait dire qu'on n'est pas dans un rebond de marché haussier, dans un rebond de marché baissier, mais un marché haussier tout simplement. Ce sera d'ailleurs la thématique de ma newsletter de demain, Bull ou Bear Market. Et on verra qu'en fait, c'est jamais évident, puisque, comme je vous le raconte depuis tout à l'heure, la hausse principalement du Nasdaq, du S&P 500 est faite sur cette valeur, alors que sur le reste, le rebond est très très faible. Qu'est-ce qui soutient les marchés d'une manière intangible ces dernières années? Ce sont les flux vers les ETF. Les ETF, c'est de la gestion passive. Jean-Michel Desséat, dont je vous parle très souvent, fait de la gestion passive. Il achète des ETF et il laisse courir sa performance sur les années. Le but étant d'investir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans pour sa retraite, pour ses enfants ou autres. Et les flux vers les ETF sont actuellement à des records historiques. À droite, ce sont les pertes non réalisées sur les securities aux États-Unis et on peut constater que
les taux élevés ont des incidences fortes. Il ne faudrait pas que les taux restent trop élevés trop longtemps, sinon on pourrait de nouveau avoir du grabuge sur certaines positions et donc sur certaines bancaires. La dette, nous sommes dans un monde de dette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Nikkei est soutenu depuis 11 ans par la dette créée par sa banque centrale. Les marchés américains sont soutenus par la dette créée par sa banque centrale. L'économie américaine est soutenue par la dette créée par la banque centrale. Vous voyez ici la dette des États-Unis détenue par le public avec des projections pour 2020, 2030, 2040. On est sur des records historiques et on va dépasser les 100% du PIB et on pourrait aller jusqu'à 200% du PIB américain. Donc les taux d'intérêt de la dette par rapport au PIB vont littéralement continuer d'exploser. Actuellement, on est autour de 2%, ça pourrait atteindre 3, 4, 5, 6, 7% dans les 30 ans à venir. On est dans un monde de dette et tout le monde a recours à la dette. Les pays, les entreprises, les banques centrales, pour pouvoir continuer de faire tourner la machine économique et les marchés financiers. À droite, vous avez une petite image qui montre qu'on est à 32 millions de milliards de dettes américaines. C'est plus que 32 000 milliards. C'est plus que les économies de la Chine, du Japon, de l'Allemagne et de l'Angleterre réunies. On arrive à l'été. Et qu'est-ce que nous dit la saisonnalité du S&P 500, graphique de gauche? Eh bien, on peut voir que généralement, les 6 premiers mois de l'année sont très porteurs. Juin, juillet, on a un pic soit en juin, soit en juillet. Puis ensuite, juillet à octobre, c'est plutôt consolidation avant une fin d'année haussière. Le graphique de gauche nous dit, attention, on est bien monté, on est bien haut par rapport à la saisonnalité et l'été pourrait donc être neutre, voire une consolidation. Mais, graphique de droite, c'est donc le combat pour les 2 mois qui viennent, Apple a une saisonnalité particulièrement haussière en juillet et en août. Et Apple pèse de plus en plus lourd dans le S&P 500. Apple pèse d'ailleurs plus lourd à elle seule que le Russell 2000 qui compte 2000 entreprises américaines. Donc, est-ce que le S&P 500 va latéraliser, voire consolider dans les 2-3 mois qui viennent, ou est-ce qu'Apple va réussir à tirer à elle seule l'ensemble de la cote? C'est le match. Ensuite, on va voir 6 graphiques négatifs et on finira par 6 graphiques positifs. À gauche, négatifs, ce sont les indicateurs du climat des affaires, des attentes concernant l'IFO en Allemagne. En Allemagne, ça ralentit nettement et le risque de récession est toujours très important. Graphique de droite, c'est le PMI manufacturier qui mesure donc le dynamisme du secteur manufacturier en Europe et pas qu'en Allemagne. On est sous 50. On est donc en contraction du secteur manufacturier et on est sur les niveaux de mai 2020. Mai 2020, c'était pendant le Covid. Donc vous voyez bien que il y a bien un ralentissement très net depuis un an qui se met en place en Europe. Graphique de gauche, c'est les probabilités d'une hausse de taux le 26 juillet lors du prochain meeting de la Fed. La probabilité est forte, presque 72% de hausse de taux. Graphique de droite, c'est les indicateurs avancés selon le Conference Board, donc c'est le Bureau national des statistiques aux États-Unis. On a actuellement des niveaux touchés par cet indicateur qui correspondent depuis 50 ans pratiquement à chaque fois avec des récessions. Ou en tous les cas un ralentissement économique et une stabilisation de l'économie, mais non pas de la croissance. Graphique de gauche ici, ce sont les Insider Transaction Ratio. C'est est-ce que les insiders, donc est-ce que les membres du board, les PDG d'entreprises, etc., achètent leurs propres titres ou sortent plutôt de leurs titres? Eh bien, actuellement, ils sortent
Et ça, c'est plutôt baissier à court terme. Ça montre qu'on a atteint des niveaux de prix qui les intéressent pour sortir et qu'ils ne voient plus de potentiel business ou sur leur action pour les semaines, les mois qui viennent. On a d'ailleurs vu 2 membres du board de Nvidia vendre des titres récemment après une hausse magnifique de 300% du titre ces derniers mois. À droite, c'est un graphique qui montre la liquidité aux États-Unis et le S&P 500. Et ce qui est assez fou depuis 2-3 semaines, c'était que le S&P 500 continuait de monter alors que la liquidité ne montait plus, voire rebaissait. Donc, est-ce que c'est la liquidité qui va stabiliser, voire remonter vers les prix, ou est-ce que les prix vont rejoindre la liquidité? C'est la grande question pour les semaines à venir et cette fameuse période estivale. Mais on pourrait estimer que si la liquidité stabilise, les indices fassent de même. Maintenant, on passe aux bonnes nouvelles. Bonne nouvelle en Inde, où le marché boursier a gagné 440 milliards de dollars au deuxième trimestre et retrouve ses plus hauts historiques. L'Inde, qui est un gros moteur de croissance, dont de très nombreuses entreprises et États parlent, c'est un gros partenaire commercial. Voilà, donc le marché boursier indien est sur des plus hauts historiques, il est très recherché et dans une optique de diversification pour du long terme, ça peut être une idée que d'avoir un ETF sur l'Inde en portefeuille. D'ailleurs, graphique de droite, quelles sont les probabilités d'avoir des retours sur investissement positifs fonction de la durée de détention d'une action, d'un ETF, des indices sur le long terme? Eh bien, vous voyez que ici, lorsqu'on regarde sur 4, 5, 6 ans, la probabilité monte graduellement de 55 à 80% de chances de gagner de l'argent. Quand on regarde les moyennes historiques sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, 100 ans, une fois que vous dépassez 10 ans de détention, la probabilité d'être en gain, elle atteint pratiquement 95%, et au-dessus de 12 ans, 13 ans de détention en moyenne, on est à 98% de chances de faire des gains sur les marchés boursiers. Donc c'est ça que je mets en avant quand je parle de Trade Republic, quand je parle des ETF, quand je parle de faire de l'investissement à très long terme. Oui, on peut faire du trading, oui, on peut faire du stock picking, oui, on peut faire du market timing. On peut acheter, shorter les indices, faire du trading sur des actions et nourrir les pulsions que l'on a en tant qu'investisseur à faire un petit peu de court terme. Mais sinon, l'important, je pense, en tous les cas, moi c'est ma conclusion après 20 ans à suivre les marchés boursiers, c'est que le mieux c'est d'acheter un peu de tout le temps pour du très long terme, puisque sur le très long terme, la probabilité de faire un gain pour vous est beaucoup plus intéressante que sur le court terme. Pour répondre à Rating, il y a des ETF qui vous distribuent les dividendes et il y a des ETF qui accumulent les dividendes. Moi, je suis pour l'accumulation des dividendes, comme ça fait l'effet boule de neige qu'on appelle les intérêts composés. Vous achetez des ETF dans lesquels il y a des actions qui versent des dividendes. Il y a la performance de l'action plus la performance du dividende. Ça fait grossir votre capital. Votre capital continue, telle une boule de neige, de grossir avec le temps et avec les intérêts. Autre bonne nouvelle, pour le moment, la Fed d'Atlanta voit une croissance du PIB américain autour des 2% pour le troisième trimestre. Autre bonne nouvelle encore, le mois de juillet, comme on l'a vu sur le graphique de la saisonnalité, mais je le rappelle ici, est un mois plutôt positif pour le Nasdaq, puisque quand on regarde les performances du Nasdaq depuis 2003, donc sur les 20 ans qui viennent de passer, et bien sur les 12, 13, 14, 15 dernières années, le Nasdaq était positif. Voilà. Donc, est-ce que le Nasdaq sera positif au mois de juillet 2023 ou est-ce qu'au contraire il va faire mentir cette statistique, cette saisonnalité? Nous le verrons bien. C'est vrai que le Nasdaq est beaucoup monté sur le premier semestre puisqu'il réalise l'un de ses meilleurs semestres depuis 1999. Donc,
Est-ce que l'IA va réussir à le pousser plus haut ou est-ce qu'au contraire, on va assister à une latéralisation des prix? Nous le verrons dans les semaines à venir. On va passer à la partie analyse graphique sur la plateforme ProRealTime. Tac. Je vous mets les graphiques. Excusez-moi. Voilà. Donc le fameux 440, neutre depuis un mois, neutre et au même prix que fin mars, neutre et au même prix que début février. Donc février, mars, avril, mai, juin. En fait, le CAC est au même prix qu'il y a 5 mois maintenant. C'est la raison pour laquelle je parle de neutralité. Quand on regarde le DAX, neutralité ici aussi, puisqu'on est sur les prix du 15 avril, donc d'il y a 2 mois. Quand on regarde les indices américains, ça dépend lesquels. Si on regarde le Dow Jones, c'est un peu la même chose. Dow Jones, lui, il est au même prix qu'en janvier, il est au même prix qu'en novembre 2022, il est au même prix qu'en août 2022. Donc en fait, il est au même prix qu'il y a pratiquement un an. Le Nasdaq, lui, profite des valeurs tech et de l'intelligence artificielle. Mais comme vous pouvez le constater, le Nasdaq, il est venu se taper la tête sur les niveaux de mars et février 2022. Donc il a fait une magnifique hausse. Cette hausse, ce dernier segment, je ne m'y attendais pas du tout. Le marché était limite euphorique, en tous les cas très haussier, les valeurs technologiques recherchées. Moi, je suis complètement passé à côté de ce mouvement. J'étais plutôt concentré sur la potentielle latéralisation des prix qui a eu lieu sur le Dow Jones et sur le CAC, mais sur le Nasdaq, là, je me suis totalement planté. Voilà, ce sont des choses qui arrivent quand on fait du market timing. Et encore une fois, le plus heureux dans tout ça, c'est Jean-Michel DCA. On peut jeter un œil sur les cours du pétrole. Les cours du pétrole, les voici. Au mieux neutres sur les 6 derniers mois, mais on voit quand même la baisse graduelle depuis un an. Car malgré les baisses de production de certains pays producteurs, malgré les petites tensions qu'on a eues en Russie, qui sont retombées en moins de 24 heures, eh bien, le ralentissement économique progressif mondial pèse sur les prix du pétrole. Moins il y a de croissance, moins il y a de consommation de pétrole, donc l'or noir n'est pas recherché. Concernant l'or, on va jeter un petit coup d'œil sur l'once d'or en dollars. Ici, on est toujours dans un grand range depuis 2-3 ans. Et on baisse graduellement après avoir atteint les plus hauts historiques. Et vous voyez, moi j'ai un petit rond ici où j'aimerais bien renforcer mes positions sur l'or autour de 1850 $, voire 1800 en excès. On verra si il vient jusque là. Concernant le Bitcoin, voilà. J'avais publié le graphique du Bitcoin quand il était à 26 500 $, montrant ce canal baissier qu'on pouvait assimiler à un drapeau. Un drapeau, c'est une configuration haussière avec une hausse forte, une consolidation, puis de nouveau une hausse. La première zone de prix a été atteinte, premier objectif, et s'il arrive à dépasser les 32 000, 32 200, il pourrait pousser jusqu'à 34-35. Ça, voilà. Est-ce qu'on va avoir une saisonnalité positive encore au mois de juillet, une hausse des valeurs tech, une hausse du Nasdaq, une hausse de l'appétit pour le risque, auquel cas il pourrait nous faire une poussée supplémentaire, ou bien est-ce qu'au contraire on va latéraliser et il ne va pas se passer grand-chose? Voilà, on verra, et je pense que la Fed fin juillet donnera aussi une impulsion plutôt importante. On va maintenant passer aux actions que vous m'avez proposées pour cette émission. J'ai pioché dans ce qui m'avait été proposé.
On va regarder des grosses valeurs françaises, des valeurs moyennes, des valeurs sous résistance, valeurs qui fait de l'augmentation de capital, petite valeur baissière en attente de signal, Orpea en valeur spéculative. On regardera 2-3 valeurs américaines, une valeur sur l'uranium et une belle valeur haussière des cœurs d'or pour montrer l'intérêt, l'importance de se placer sur des actions haussières. Hop, en même temps, je lis un petit peu le chat. Je vois que Mathieu vous répond progressivement tout au long de l'émission. C'est parfait. Tac. Les produits Citi sont sur Trade Republic. Tac. C'est aussi disponible chez d'autres courtiers. Rate, comment différencier les ETF accumulatifs ou distributifs? Ça c'est marqué dessus, soit dans les plateformes, soit quand vous regardez leur définition. Billet 34 dit des rumeurs de bulles sur les ETF. Je vois pas pourquoi il y aurait une bulle sur les ETF. Il y a des flux qui vont vers les marchés, ça a été le cas de tout temps. C'est des flux qui vont plus vers la gestion passive que la gestion active. Mais voilà. Pourquoi évoquer seulement l'or et pas les autres métaux comme l'argent? Je peux très bien vous parler de l'argent. C'est juste que l'or et l'argent, si vous voulez, c'est Batman et Robin. Hein. Donc, quand on regarde l'or, en fait, il est dans un range depuis 3 ans. Quand on regarde l'argent, il est dans un range depuis 3 ans. L'argent sous-performe un petit peu l'or. On voit que l'argent est déjà sur MM200 alors que l'or n'est pas encore dessus. Moi, si vous voulez, à titre personnel, l'argent, c'est plutôt un investissement que je fais à très long terme. Avec des objectifs ici théoriques sur mon graphique, je dis bien théorique, la droite du graphique elle est dans 10 ans, en 2033. Voilà, moi j'accumule de l'argent autour de 20-25 dollars dans les années passées, dans les années à venir, pour viser 30, 35, voire un jour peut-être 50 dollars. Parce que je trouve qu'avoir des métaux précieux dans son portefeuille est plutôt une bonne chose. Après, à court terme, c'est plutôt scabreux. On dépend grandement du dollar et de l'appétit pour le risque. Pour l'instant, il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés. Il n'y a pas de tension géopolitique forte. Donc, les métaux précieux sont un petit peu délaissés. Marcy me dit, tu ne fais plus de pause café. Alors, en fait, c'est très simple. Je suis passé d'un appartement parisien où la cafetière était dans la même pièce que moi à une maison à La Réunion où la cafetière est loin, raison pour laquelle il n'y a plus la pause café dans cette émission. J'aimais bien aussi vous mettre une petite pause musicale à ce moment-là dans l'émission, mais il se trouve que sur Twitch, quand on met de la musique, il y a des petits soucis concernant les autorisations, la SACEM peut-être, les droits d'auteur. Résultat, ni café, ni musique. Mais voilà, je vais essayer de rester dynamique pour finir cette émission donc sur la partie action et de vous garder éveillé. Désolé. Hop. Je fais des bêtises. Allez, c'est parti. Donc pour les actions, on commence avec Thales. Thales qui consolide sur support. Donc Thales, avec la guerre en Ukraine, elle a fait une grosse poussée début 2022. Elle s'est mise dans un range entre à peu près 110 et 130 euros. On peut voir qu'elle est sortie de ce range et qu'avec la publication qu'elle a fait en mars, elle a tenu la sortie de ce range par le haut. Elle est allée chercher un nouveau record et là, elle consolide sur support. Il y a un niveau à 129-130 et il y a un niveau juste en dessous à 126 qui a été testé une fois, 2 fois, 3 fois en mars et encore une fois en juin. Et on peut voir que la borne basse de ce niveau, les 126,50, correspondent à la moyenne mobile à 200 périodes qui épouse maintenant cette zone de support. Donc je vous ai mis ici un petit carré vert entre 126 et 129. C'est la zone de support à tenir absolument. Si on tient cette zone de support, on peut latéraliser au-dessus puis reprendre la hausse. Si on casse la zone de support et MM200, il y a un risque de retourner dans le range précédent entre 110 et 129. Ensuite, Sanofi.
Alors Sanofi, c'est, j'appelle ça une mémère, c'est-à-dire une valeur haussière mais graduelle de très long terme. Vous voyez bien qu'elle fait des mouvements haussiers, consolidation, hausse, conso, et qu'elle enchaîne comme ça phase haussière et phase baissière. Point positif que l'on peut constater, il y a à peu près 15 jours, on a testé les 93 une fois, deux fois, trois fois et la zone a tenu. Il se trouve que cette zone correspond à une zone de gap qu'on avait ouvert ici au mois de mars, quand le prix s'est éjecté par le haut. On a testé le support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc ici, le but, c'est de se maintenir tout simplement au-dessus de ça pour retourner ensuite vers les plus hauts. On voit la moyenne mobile à 200 périodes qui était neutre, qui est passée haussière et qui va arriver en soutien. Donc voilà, le but sur Sanofi, c'est quoi qu'il se passe, de rester au-dessus des 93, de latéraliser un certain temps, jusqu'à, espérons-le, que les bonnes nouvelles la propulsent de nouveau vers ses records, vers les 105 euros. SMCP, alors c'est dommage parce que je voulais vous en parler sur support et aujourd'hui elle prend 5,7%, donc ça m'embête un peu. Ce que j'aime bien sur cette valeur et qu'on avait déjà vu dans une autre émission me semble-t-il, c'est la propreté des niveaux horizontaux. Vous voyez ici à niveau à 4,80, elle a testé une fois, deux fois, trois fois et puis ensuite elle s'en détache et elle décolle. Ici on avait noté une zone qui correspondait à un gap qui avait été ouvert ici en février, à la proximité de la MM200 et un support ici qui a été touché autour des 7,20 €. Donc 7,20 €, 7,50 €, c'est la zone horizontale de soutien, d'accumulation, donc comme dirait Tradosor, de ce titre SMCP. Pour ceux qui ne sont pas dedans, pour ceux qui sont dedans, le stop est simple maintenant. Le stop est sous la zone de soutien et sous MM200, donc sous les 7,15 €, 7,10 €. On met 6,90 si on a envie d'être tranquille et de ne pas être avec un stop juste au-dessus d'un chiffre rond. Pour ceux qui n'en ont pas et qui souhaiteraient en avoir, il y a deux solutions. Attendre une consolidation, un retour vers la zone d'accumulation, ou bien attendre une cassure de l'oblique baissière passant par les plus hauts des dernières semaines. Ce qui est intéressant avec le chandelier du jour, en fait, c'est qu'il nous montre que les acheteurs sont bel et bien présents sur cette zone de prix et que dès qu'il y a stabilisation indicielle, eh bien, il y a des acheteurs qui se présentent sur le dossier pour pouvoir en acheter. Donc ça renforce la pertinence de la zone 7,50 €, qui est une zone d'accumulation où certains donc se positionneront si elle y revient. Reworld Media. Alors Reworld Media a été très fortement haussière en 2020, 2021, jusque 2022, et son échec ici sous les 7,50 €. Elle s'est mise ensuite dans un grand range, et les 5 € ont été réactifs une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et malheureusement la cinquième fois ils ont cassé. Donc elle est baissière à court terme, elle est baissière à moyen terme sous MM50, et il faudra réagir, se relever et casser des résistances pour qu'elle intéresse de nouveau. Et pour ceux qui aiment bien acheter sur repli significatif sur des zones de prix, vous voyez qu'ici j'ai entouré une petite zone autour des 3,50, 3,60 parce que ça correspond à ces plus bas de juillet 2021, à une zone d'impulsion et de gap de mars 2021. Donc voilà, peut-être que si elle descendait plus en tous les cas et qu'elle réagissait sur la zone des 3,50, elle pourrait en intéresser certains d'entre vous. Alten. Alten, quand on la regarde à très long terme, c'est magnifique. Après, le petit hic, c'est que ici, on a un double échec à 160 €. Donc le niveau a été proprement travaillé là-haut et on voit bien que ça n'est pas passé. Elle est baissière à court terme. Et là, j'ai trois zones de prix à surveiller. En fait, c'est une grosse zone de prix dans laquelle on va regarder s'il se passe quelque chose. Il y a les 135 € les plus bas de mars. Il y a un gap ici qu'on a laissé ouvert autour de 132 €. Et juste en dessous, il y a les 130 € qui étaient résistance en septembre 2022 et novembre 2022. Donc, c'est une zone. 130, 132, 134 et la MM200. C'est la zone que les acheteurs de moyen terme doivent absolument défendre pour que la hausse reprenne.
Et c'est la zone dans laquelle certains rentreront sur repli parce qu'ils veulent acheter cette valeur. Ensuite, Beneteau. Beneteau, elle est assez scabreuse. Vous le voyez ici, baisse, hausse puissante. Là-haut, elle essaie de passer en force, elle retombe. Elle essaie de repasser en force, elle retombe. Pour l'instant, ça marche pas là-haut. Ça bloque une fois, deux fois à 17,40 €. Donc on a une résistance. Où se trouvent les supports? Le support, c'est la zone ici vers 14 €. 14 €, c'est les plus bas du mois d'avril et c'est la MM de 100 jours. Donc il faut absolument, pour ceux qui aiment bien ce dossier, qui en ont en fond de portefeuille, que les 14 € tiennent. Et pour ceux qui veulent acheter ce dossier sur repli, encore une fois, on attendra la zone de support, voir si les cours y réagissent. Et si les cours y réagissent et que les volumes augmentent, ça veut dire que les acheteurs se présentent. Si les acheteurs se présentent et qu'on commence à rebondir sur le support, certains d'entre vous, peut-être, se placeront dessus. Alstom. Alstom, elle est complètement neutre à moyen terme depuis un an et demi. Et vous voyez qu'elle a perdu de sa superbe. Depuis qu'elle a cassé MM200 ici en 2021, elle a baissé. Elle a réussi à se stabiliser à plat. Et maintenant, le gros morceau, c'est les 28 €, 28,50 €. Tant qu'on est sous cette zone de prix, elle peut s'y casser la tête et de nouveau redescendre. Si on la passe, là, on parlera vraiment de seuil significatif, de cassure, de signal. Donc je mets une alerte et puis j'attends que cette alerte soit déclenchée. Sans alerte, la neutralité peut durer encore 2 mois, 6 mois, 1 an. Donc j'attends que le marché me donne un signal. Ensuite, ALD. Alors ALD, depuis l'introduction en 2017, c'est baissier. Grande vague de baisse, rebond, grande vague de baisse, rebond. Et là, c'est la même chose. Chute, rebond, chute, rebond, chute, rebond, chute. Et progressivement, elle va de plus en plus bas. Donc là, actuellement, on est dans une chute. Il y a une zone de soutien autour des 9,20 €, 9,40 €. Il faut voir s'il s'y passe quelque chose. Après, voilà. Si vous voulez, moi, quand je vois ça, depuis qu'elle est introduite, ça fait 5 ans, ça fait que baisser graduellement. Donc ça ne m'intéresse pas vraiment comme dossier. BIC. BIC, elle a une bonne relation avec sa MM200. Ici, elle casse sa MM200 et elle bloque dessous, donc elle baisse. Ici, elle repasse sa MM200 en force et elle monte. Ici, elle recasse sa MM200, donc elle baisse. Et en fait, ça paraît bête, mais acheter le titre quand il casse MM200 et sortir du titre quand il recasse MM200 fonctionne bien sur ce dossier. Après, là, on arrive sur une zone d'intérêt, les 51 €, parce que cette zone de prix, on l'a testée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et on y revient pour la 6e fois, en l'espace de 2 ans. Donc il faut qu'il s'y passe quelque chose sur ces 51 €, sinon la zone de support suivant, elle est à 45. Donc voilà, on approche d'un support, ça permet de définir une zone sous laquelle on la lâche, ça permet de définir une zone sur laquelle, si on réagit, on peut s'y intéresser. Carbios, dossier très intéressant. Vous regarderez ce que fait la société. Le problème, c'est qu'elle lève de nouveau des capitaux. Elle a fait une augmentation de capital avec un prix autour des 25 €. Donc forcément, le titre avait boosté à 40, augmentation de capital à 25, la valeur se casse la figure. Quand une telle news tombe sur la valeur, on peut sortir le matin même. Elle était à 40 €, elle a ouvert à moins 5. Il y avait possibilité de sortir à 38 € et de laisser passer l'orage, si je puis dire. Il y a une zone de soutien qui est à 29 €, il faut voir si elle tient, mais sinon, la suivante est à 26 € et c'est le prix de l'augmentation de capital. Voilà. Donc pour l'instant, il faut attendre. Il
faut attendre que l'orage passe, que l'augmentation de capital soit digérée, voir si elle tient les 29 euros et qu'elle se relève, ou voir si elle va un cran plus bas. Tout cran plus bas proche de l'augmentation de capital serait intéressant. Ensuite, Gerbet. Alors, je suis bien sûr pas fan des valeurs qui sont baissières, ça vous le savez, mais elle a attiré mon attention, cette valeur, parce qu'elle est à 15 euros. Enfin, elle a rebondi sur 15 euros, niveau qu'elle avait travaillé en 2010 pendant un an et demi, avant d'exploser et de passer de 16 euros à 90 euros. Donc, x6. Là, elle est revenue de nouveau sur les 15-16 euros. Elle vient d'y passer 9 mois. Elle joue, elle tricote avec sa MM200. Et elle tente de bottomiser. Un bottom, c'est un creux. Vous voyez ici, elle fait un double creux, puis elle grimpe. Là, elle refait une tentative de double creux. Et donc, qu'est-ce que je surveille sur ce type de valeur baissière à court, moyen et long terme? J'attends des cassures de résistance. J'attends qu'on repasse au-dessus des MM200. Le premier signal haussier positif, ce serait une cassure des 17,6. Ça veut dire qu'on casse MM200, qu'on casse le plus haut récent. Deuxième signal positif, ce serait de casser les 18,11, les plus hauts des 2-3 derniers mois. Donc c'est un moyen, si vous voulez, de ne rentrer que si la valeur commence à donner des signaux, commence à casser des résistances, plutôt que d'anticiper. Parce que vous vous doutez bien que ceux qui ont anticipé le bottom, le creux pendant la baisse, 36, 35, 30, 26, 24, 22, ils se sont fait martyriser. Donc le but, c'est de voir qu'elle commence à former quelque chose et de voir si par la suite les acheteurs transforment l'essai. Si les acheteurs transforment l'essai, certains voudront y participer. Ensuite, Worldline. Worldline, on l'avait vu dans l'émission d'il y a un mois, alors qu'elle était posée sur support. Et on avait vu que c'était une valeur qui baissait, en tous les cas qui n'arrivait pas à monter, qui n'arrivait pas à passer MM200, qui sous-performait le CAC. Donc on avait dit qu'il y avait quand même des risques d'aller plus bas. Si je vous parle de Worldline aujourd'hui, c'est parce qu'elle a atteint ses plus bas de 2022, avec des volumes très importants, et qu'elle a fait un marteau hier. Un marteau, c'est un chandelier de retournement potentiel de court terme. Donc, on a peut-être atteint un excès baissier ici de court terme après 25% de baisse en un mois. Du coup, pour ceux qui en ont et qui sont bloqués dessus, ça redonne de l'espoir. Ça permet aussi de savoir où placer un stop, puisqu'en théorie, il faut absolument tenir ce support, donc d'avoir un stop dessous, et d'espérer qu'on remonte vers les 35-36 euros et que ce fût un excès de pessimisme. Ensuite, Virbac. C'est neutre. Au mieux neutre. Sinon, c'est baissier quand même depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais on voit qu'ici, il y a une volonté de réagir, de s'accrocher à MM200, après détachement de son coupon, me semble-t-il. On a une MM200 qui baisse mais qui n'a pas une pente non plus très très forte. On a des volumes intéressants. On a une zone de soutien ici à 265-66 qui est défendue. Donc il faut absolument tenir ça, les plus bas des 2 dernières séances, pour espérer une remontée vers les 300-310 et qui sait peut-être plus. Donc c'est vraiment ici que ça se passe. Orpea, c'est toujours aussi tortueux, sinueux et extrêmement baissier, mais on voit qu'il y a des pics de volume forts qui se font. Il y a de la spéculation, maintenant ça vaut 2 euros, donc tout le monde se dit allez pas cher, il faut en acheter. Ce qui est une erreur ça, très souvent, mais sur ce genre de valeur, voilà, on est passé de baissier fort à neutre. Voilà, ça fait 4 mois qu'elle fait plus de... Enfin, elle fait des plus bas à 1,70-75 €, mais elle ne casse plus, elle ne fait plus de nouveaux plus bas depuis mars. Voilà. Donc déjà, ne plus faire de nouveaux plus bas, c'est une bonne chose en soi. Après, ce qu'on peut constater, c'est que les rebonds sont vendus. Elle a tenté de monter le 16 juin à 2,80, c'est pas passé. Elle est montée à 2,80 hier, c'est pas passé non plus. Donc,
pour celui ou celle qui veulent spéculer sur Orpea, mais uniquement sur un signal valide et une cassure de résistance, il faut attendre qu'elle casse les 2,80. Ensuite, Trigano qui a publié des résultats corrects mais qui n'ont pas l'air de suffire aux opérateurs. Grosse prise de bénéfice sur le titre. Ce que je note en fait sur Trigano et qui est positif, c'est que elle a repris sa MM200 en novembre 2022 et à chaque fois qu'elle s'est approchée des MM200, elle a réagi. Elle a à chaque fois réagi avant la MM200. Si on mesure l'écart ici, on peut voir qu'elle s'arrête à 113 alors que MM200 est à 110. Donc à chaque fois, elle s'arrête 2-3 euros avant MM200. Elle l'a fait une fois ici, une fois là, une fois là. Donc sur le même schéma, ce matin, suite à la baisse, elle est revenue à 122. La MM200 est à 118, donc elle est revenue à 4 euros de sa MM200. Donc à 3-4 euros de sa MM200, qui monte graduellement d'ailleurs, les acheteurs pour le moment à chaque fois sont là. Donc, et on peut constater que ici elle a une baisse violente puis elle rebondit, ici elle a une baisse bien violente puis elle rebondit, ici elle a une baisse violente de nouveau. Donc voilà, il faut que cet effet de rebond, de trampoline fonctionne et qu'elle ne s'attarde pas sur la zone des 120 et qu'elle remonte rapidement sur les 130 pour maintenir cette dynamique haussière de moyen terme en place depuis 2-3 mois qui essaye tant bien que mal de se mettre en place. Si ça végète, que ça retombe et qu'on casse les 120 puis la MM200, c'est que malheureusement elle perd de sa superbe et que la neutralité reprend le dessus. Ensuite, Nvidia, la star du moment, qui a publié des résultats énormes au mois de mai, ce qui l'a fait booster à fond. Nvidia, tout comme le Nasdaq, a fait des records et s'est tapé la tête la semaine dernière. Elle consolide depuis, tout comme le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500. Pour l'instant, c'est une respiration à l'intérieur d'une dynamique très fortement haussière. La tendance est haussière à court terme, à moyen terme, à long terme, à très long terme, puisqu'on est sur des records historiques. Simplement, voilà, si on a une consolidation pendant l'été, une latéralisation des prix, il n'est pas impossible qu'on revienne tester ces zones de support autour des 380$. Je sais que certains d'entre vous ont vendu les excès sur Nvidia au-dessus de 420$. On est à 406. Voilà, ça peut peut-être baisser graduellement et aller chercher cette zone de gap, tester peut-être ce canal haussier. Bon, tout ça pour dire qu'à 420, 430, voilà, c'était plus trop le moment d'acheter en pleine euphorie et que si vous voulez en acheter, il vaut mieux acheter sur des replis significatifs. Si on regarde par le passé, il y a déjà eu des périodes de très forte consolidation sur Nvidia. En 2018, elle passe de 71 à 30, elle perd 60%. En 2021, elle passe de 350 à 110, donc elle est divisée par 3. Donc c'est pour ça que je dis qu'acheter Nvidia là-haut à 430, à 200 fois les bénéfices, c'est se mettre en danger parce que c'est une valeur qui est très volatile, qui peut faire des hausses de 200-300%, mais qui peut aussi perdre 50% avant de repasser haussière. Vous voyez que si Nvidia perdait 40-50% par rapport à ses plus hauts, elle reviendrait à 220, elle reviendrait ici proche de MM200, ce ne serait pas la fin du monde. Donc tout ça pour dire que en bourse, les excès peuvent engendrer des excès et qu'après un très fort mouvement comme ça, courir après le papier me semble relativement intrépide. Apple, la star du marché, elle est sur des nouveaux records historiques. Et là, en fait, c'est la question à 10 000. C'est, est-ce que Apple est en train de nous faire un breakout et le reste du marché va suivre? Ou est-ce que, deuxième valeur la plus énorme du marché, Microsoft, c'est en train de buter sur les plus hauts historiques? Elle a buté, tu voyais Microsoft? Elle revenait de 220, elle a gagné 50%, boum, elle s'est tapé la tête sur son plus haut historique et elle corrige dessous. Est-ce que c'est Apple, le chef de file, qui nous montre que ça tient malgré les records historiques et que ça peut pousser? Ou est-ce qu'au contraire, comme on a pu le voir sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, sur Microsoft, sur le CAC, ça plafonne, on a touché des résistances et on consolide pendant l'été?
c'est la grosse question du moment. Apple, c'est la plus grosse valeur. Il faudra voir si elle arrive à se maintenir au-dessus de ses records historiques et à voir si les autres la suivent par la suite, ou au contraire, si Apple repasse sous son plus haut, c'est qu'on a peut-être eu une fausse cassure et que l'ensemble du marché pourrait consolider. On finit avec Uranium Energy Corp, qui est un moyen de jouer l'uranium. Elle était bien haussière jusque début mi-2022. Depuis, c'est quand même beaucoup plus neutre. Uranium Energy Corp, c'est un moyen de jouer l'uranium. Il y a aussi un ETF qui s'appelle Global X Uranium. Et quand on le regarde, en fait, il est un peu plus neutre que cette valeur-là, qui est avec une pente un tout petit peu plus baissière. Mais si on veut jouer l'uranium avec quelque chose qui est un peu plus performant que la première valeur qu'on a vue et de l'ETF sur l'uranium, c'est Cameco Corp qui est la plus solide. Et vous voyez, la première valeur est en légère baisse, l'ETF sur l'uranium est neutre, et Cameco Corp, elle est en légère hausse et elle est pratiquement sur ses plus hauts de 2022. Donc, Alphen, on en a parlé il y a 15 jours aussi, parce que plusieurs lecteurs me demandent d'en parler, c'est pas parce que je l'aime bien, puisqu'elle est baissière sous une oblique baissière ici. Et on finira avec Deckers Outdoor, et qu'elle est baissière sur le M200, mais je voulais vous aider en fait à la cadrer. Ce qui était intéressant sur Alphen, c'était de voir cette grosse zone horizontale autour des 60 €. On est allé jusqu'à cette zone des 60 €, on l'a tenue, on a réagi. Donc ça, c'est le premier bon point. Est-ce qu'il faut rentrer pile poil sur ce niveau-là? Ça, c'est pour les plus agressifs. Premier signal, un range. D'autres vont attendre qu'on casse en plus à la cassure de range et cassure des mêmes 200. Ça, c'est un signal haussier. Ensuite, il y a le pullback qui est le retour sur la cassure pour la confirmer. Et ensuite, il y a la naissance de la dynamique aussi à court terme et qu'on tente de transformer les avec ce type de configuration que vous aurez la probabilité de les traders, eux, rentrent pile poil sur la zone des 60 € avec une action est haussière, plus elle l'investisseur, lui, il attend d'avoir un peu plus d'informations. Il y a un momentum puissant, plus la probabilité de faire un gain est élevée. En effet, Swatec est une valeur intéressante aussi que celle de faire une perte. Alors, elle est dans le secteur des semi-conducteurs et elle sous-performe son secteur. Donc ça, c'est pas un bon point. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est qu'elle fait de la résistance depuis 15 jours et qu'elle a repris sa corrélation avec son secteur. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Anomalie de marché. On peut voir qu'elle vivote autour des mêmes 200, donc elle est plus sous les mêmes 200. Activiste. Et on peut voir qu'il y a un canal baissier ici que j'ai tracé sur le graphique. Elle s'est pris moins 50%. Donc ce qui serait intéressant, si vous voulez, c'est un peu ce que j'ai dessiné sur le graphique, pour une valeur de cette zone de zigzag, il y ait une sortie par le haut. Et beaucoup plus faible. Moi, Swatec ne m'intéresserait de au-dessus des 155-156 €. Là, elle vivote, donc c'est un cas particulier, elle est neutre, exceptionnel. Mais si elle vient à casser et sa zone de résistance horizontale à 156 et la borne du canal baissier que la société en bleu, alors est une valeur avec des chiffres de croissance très forts que Gotham décrit et décrédibilise. Donc, dans ces cas-là, on ne sait pas qui a raison, la société ou le fonds. Ensuite, Nexity. Simplement, quand on ne sait pas, on ne fait pas. C'est la raison pour laquelle quand il y a ce type de configuration, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer dans cette émission, est-ce que Nexity m'intéresse? C'est le secteur immobilier, l'immobilier va mal, l'immobilier n'aime pas les taux élevés, les chiffres ne sont pas bons, elle est extrêmement baissière à moyen long terme, elle est extrêmement baissière à court terme, donc en fait ici, c'est la fin de cette émission. J'ai vu quelques... Je regarde... Les analystes je me suis fondamentaux parlaient de la vidéo Twitch, je ne dire qu'elle commençait à les intéresser. Moi, ce que je peux noter, c'est qu'elle est en train d'arriver sur une zone de prix d'importance, peut-être à partir de laquelle elle va réagir. Une demi-position à la cassure des 18. Un petit peu comme ce qu'on a fait sur Téléperformance tout à l'heure, j'aimerais voir la valeur Mambadi, Gotham, c'est eux qui avaient sévi sur Lesgovex. Et j'aimerais surtout voir la valeur sur une zone de résistance. Et Lesgovex avait perdu 90%. Il n'est pas compliqué, plutôt que d'acheter tous les euros pendant la descente, de se dire il y a une résistance à 19,30 €, me semble-t-il, sur j'attends le qu'elle casse pour passer à l'achat. Une énorme valeur en je préfère ne pas avoir le point bas, parce que le point bas, certains le cherchent depuis des mois, mais rentrer sur la valeur si et seulement si elle commence à casser une résistance. C'est pour ça que je ne m'intéresserai à Nexity que si elle cassait les 19 €. Parce que Gotham bosse plutôt bien habituellement. Ensuite, Nexans
Et bien là, on va avoir l'exemple d'une valeur qui est baissière à court terme, mais qui se retourne. Katana, Nexence consolide à plat. Elle faisait des plus hauts. La zone de soutien, on la connaît, elle est ici. Elle était bloquée par sa MM20. Et de la MM200. Et là, hop, on a une éjection. Et Katana, elle est neutre. Avec du volume. Donc il faut absolument tenir les 6,30, 6,50 pour pouvoir remonter vers cette réaction. Là, on dézoome sur le graphique et on se rend compte de quoi est ici et doit tenir. Qu'en fait, depuis plus de 2 ans maintenant, à chaque fois que Nexity revient à proximité des 70 et 71 euros, les acheteurs sont... Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne séance, en octobre 2021, une bonne semaine, de bons investissements. Je vous envoie ma newsletter demain, demain matin, mercredi matin. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits, n'hésitez pas, vous allez sur une valeur ici, une zone de résistance horizontale très propre. Les traders actifs qui ont un bon money management, qui savent rentrer sur le support avec un stop juste en dessous pour se prémunir d'une continuation de la baisse, eux rentrent sur le support. Les investisseurs qui attendent qu'elle se reprenne, eux, attendent par exemple la séance d'hier. Une séance où on a un gros volume acheteur, une cassure d'oblique baissière et la validation de la zone horizontale de soutien de moyen terme. Donc ici, si je suis investisseur de moyen long terme sur Nexence, ma zone de soutien a été validée, mon stop est dessous, je ne sors du titre que si et seulement si la zone casse, et sinon j'espère qu'on reparte bien gentiment vers les 100 euros et les plus hauts. Fort de tout ce qu'on vient de voir dans cette émission, vous allez comprendre rapidement ce qu'il y a à voir sur Adyen. Adyen était baissière. Elle a neutralisé, elle est repassée au-dessus des mêmes 200. Maintenant, elle est dans un range de moyen terme entre les 1200 et les 1630. Elle a testé une fois les 1630, elle n'est pas passée. Elle a testé une deuxième fois, elle n'est pas passée. Il serait donc très positif que cette fois-ci, elle arrive à passer. Si ça passe, c'est un signal d'achat de court et de moyen terme qui permettra à l'investisseur prudent, celui qui a attendu qu'on végète pendant un an, de rentrer sur un signal d'achat. Ce qui évitera à cette personne d'anticiper et d'acheter une valeur baissière sous MM200. Donc toujours ce concept du trend following. En bourse, trend is your friend. La tendance est votre ami. Si les cours sont sous MM200, qu'ils sont baissiers et qu'ils y échouent, eh bien, il ne faut pas acheter, tout simplement. Enfin, du moins, c'est la règle des trend followers. Et moi, je suis un trend follower. Vous avez ici un échec cuisant sous MM200, ici un échec cuisant sous MM200. On pouvait tracer une oblique passant par tous les plus hauts. Ici, en juin, elle n'a même pas eu la force d'aller chercher MM200, elle a buté sous son oblique, elle s'est cassée la figure. Très certainement sur une news. Je n'ai pas regardé les news sur ce titre. Mais rien d'étonnant en fait, puisque la probabilité d'une mauvaise nouvelle et d'une continuation de la baisse est beaucoup plus forte sur une valeur baissière que sur une valeur haussière. Donc il n'y avait pas de raison d'être à l'achat sur cette valeur, il n'y en a toujours pas. Il y en aura le jour où on cassera soit l'oblique baissière, soit la MM200. Enfin, Carl Ray, on en a parlé il y a 15 jours dans l'émission. Eh bien, Carl Ray, elle a fait une théorie du phénix en 2019-2020, puisque fin 2020, elle sort par le haut d'un range avec des volumes très forts. Elle passe à ce moment-là de 23 à 52, donc elle double en l'espace de quelques semaines. Ensuite, elle est repassée sous MM200 ici, elle a buté sous MM200, elle a rebuté sous MM200, elle a rebuté sous MM200, elle a tenté de passer mais elle est retournée dessous. Et elle a fini par nous faire un nouveau phénix, donc une valeur coincée dans un range qui en sort par le haut avec des volumes forts. Donc on était baissier, on est devenu neutre, et là on est devenu aussi à court terme. Donc ici les chiffres c'est quoi? Le numéro 1 c'est la cassure de la MM200 et de l'oblique baissière qui passait par tous les plus hauts. Le signal 2 c'est quoi? C'est le signal ici de cassure des 22 €, 22,10 € qui étaient les plus hauts de novembre 2022 et de janvier 2023. Donc c'est une résistance horizontale. Donc 1, on casse une oblique et une MM200, c'est un signal. 2, on casse une résistance horizontale, c'est encore un signal. 3, on recasse une zone horizontale à 23,70, c'est le troisième signal. Et si on n'a pas suivi le 1, le 2, le 3, eh bien c'est sur le 4
qui est le repli, la consolidation post-mouvement haussier, qu'on va tenter de rentrer sur repli, soit sur la première zone 23,70, soit sur la deuxième à 22,20, soit dans une zone que j'ai encadrée en fait, qui est une zone comprise entre deux anciennes résistances devenues supports théoriques. On était coincé dans ce range-là en orange, il faut absolument pas y retourner. Ce qu'il faut, c'est au minimum tenir la zone verte pour pouvoir relancer la dynamique par la suite. Et quelqu'un qui aurait complètement manqué les différents signaux ou bien le repli, attendra la cassure des 28 euros, 28,20 euros, 28 euros, ouais, les plus hauts récents. Parce que si on casse les 28 euros, c'est que les acheteurs prennent la main, enfin confirment leur prise en main, et qu'on passe de baissier à neutre, à haussier, à moyen terme. Voilà, c'est la fin de cette émission. On a fait de la macro, on a parlé de toutes les zones, on a parlé les zones économiques, on a parlé du sentiment du risque, très positif, limite euphorique. On va avoir les chiffres d'inflation d'ici 20 minutes. Demain, on a rendez-vous avec la Fed. Je vous invite, comme d'habitude, à vous intéresser à des valeurs qui sont haussières plutôt qu'à des valeurs qui sont baissières. Alors, je réponds à quelques questions de personnes qui étaient en direct. On me demande qu'est-ce que je pense de Capgemini. Capgemini, elle était dans un range. On a vu en fait dans l'émission d'il y a 15 jours les valeurs qui étaient sur le fil. Il y avait Stellantis sur le fil, elle a tenu. Il y avait Michelin sur le fil, elle a tenu. Il y avait STM sur le fil, elle a tenu. Il y avait Capgemini sur le fil, elle a tenu aussi. Capgemini est dans un range, elle a tenu le bas de son range. Et maintenant, on espère qu'elle remonte vers le haut de son range. TTE, c'est Total Energy. Total Energy, elle consolide comme le pétrole. Voilà, le pétrole ne baisse et est dans un range, et bien Total fait de même. Elle est un peu plus faiblarde désormais. Quelqu'un me pose la question sur Ipsos. Ipsos, elle était magnifique avant et elle ne l'est plus puisqu'elle a cassé sa MM200. Si on est coincé dessus, moi ce que je fais quand je suis coincé sur un titre comme ça qui a fait un gap à la baisse, qui a cassé violemment sa MM200, j'identifie une zone horizontale de prix d'importance et je place mon stop en dessous. Si on arrive à remonter vers MM200, voire à la reprendre, c'est très bien. Si on casse la zone horizontale, je préfère prendre ma perte et passer à autre chose. Quelqu'un me demande de parler de Selectis. Selectis, c'est une biotech et par définition, les biotech, je ne les aime pas. Elle est extrêmement baissière. Elle est sous MM200. Elle ne m'intéresse donc pas. Quant à SMCP, eh bien là, on est au-dessus des MM200. On travaille une zone horizontale qui correspond à la zone de la MM200. Il ne faut pas aller sous les 7 euros sous MMCP. Voilà. Elle est devenue haussière à moyen terme, elle est au-dessus de la MM200. La MM200 est à 7 euros, il ne faut pas passer sous les 7 euros. Ubisoft, toujours dans le mal, demande Wolfort. Ubisoft, elle est passée de baissière sous MM200 à neutre. Le petit point positif, c'est qu'elle a cassé MM200 récemment, mais elle s'est rapidement cassé la tête tapé la tête sous les 28,50 euros. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous montrer dans cette émission, avant, elle était en dynamique baissière forte, maintenant, elle est en neutralité. Pour que Ubisoft intéresse l'investisseur de moyen terme, il faut réussir à casser la borne haute, un peu comme sur Swatec. Canal baissier et borne haute, il faut réussir à casser des résistances pour se retourner à moyen terme. Pour l'instant, on est passé de baissier et pessimiste à neutre attentiste. Au-dessus de 28,50 euros, 29 euros, là, il y aurait des signaux haussiers supplémentaires. Quant à Carbios, elle a pris 40% en l'espace de quelques jours. Donc il est bien légitime qu'elle soit passée de 44 à 37,50 euros, 38 euros. Vous voyez que c'est une zone clé qu'on travaille actuellement sur Carbios, puisque c'est une zone qui a bloqué fin 2021, début 2022, début 2023. Simplement, il est très positif de voir autant de volume. Il est positif aussi de voir qu'elle réagit sur les 37,50 qui font support à court terme.
Donc il n'est pas impossible que cette fois, contrairement à ces 2 dernières années, à terme, elle arrive à passer cette zone de prix. Maintenant, voilà, il faut laisser du temps au temps. Elle était baissière sous MM200, elle a réussi à repasser au-dessus, à se réinstaller au-dessus avec des volumes. Elle est donc désormais neutre d'un simple coup d'œil, vous pouvez le voir. Et on espère qu'avec les bonnes nouvelles, sa recherche, ses résultats, etc., elle arrive à finalement s'extraire par le haut de ce range et à continuer sa hausse. Et puis je finirai avec Bourse Direct, qui est très peu liquide, notons-le. Avec Bourse Direct, qui a bien cartonné ces dernières années. Bourse Direct, c'est un courtier, donc forcément en 2020, quand il y a le Covid, les résultats sont très bons. Il est intéressant de voir aussi qu'il y a des gros volumes cette année, 2023. Elle est en trend following, elle est au-dessus des MM200. La cassure ici de la zone horizontale des 3,30 était très jolie. Les plus hauts de 2021 sont ici à 3,90. La moyenne mobile à 200 périodes, elle est en train d'arriver en soutien. Si elle devait continuer de baisser, la zone de soutien, d'achat pour certains, ou en tous les cas la zone sous d'autres mettront leur stop de protection, elle est ici entre 3,70 et 3,90. Pour que la hausse perdure, voilà, il faudrait qu'elle arrive à tenir cette zone de prix là pour ensuite redémarrer sa course. Bon, ça fait 1h15 que dure cette émission. Et Rémi Cointreau, c'est baissier à court terme, c'est baissier à moyen terme sous MM200, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et pour ce qui est du court terme, on peut voir qu'elle a bloqué sous MM20 ici, on peut voir qu'elle a bloqué sous MM20 là. Donc le minimum du minimum d'un point positif serait de réussir à s'affranchir de cet MM20 pour continuer son rebond technique. Mais bon, à moyen terme, ça m'intéresse encore une fois beaucoup moins qu'un titre qui est haussier au-dessus des MM200 et qui flirte avec des plus hauts historiques. Car rappelez-vous, la probabilité de faire un gain est supérieure sur un dossier haussier, même s'il est sur des plus hauts annuels ou historiques, que sur un dossier baissier. Voilà, c'était la dernière réponse. Pour les autres, ce sera dans 15 jours. Rappelez-vous, la veille de l'émission, je pose les questions sur Twitter. Vous pouvez me proposer vos actions. Merci à tous ceux qui étaient en direct pour cette émission. Désolé pour ceux dont je n'ai pas analysé les titres. On vient déjà d'en faire une trentaine. L'émission vient de durer à peu près 1h15 déjà, ce qui est relativement long. Merci à tous en tous les cas d'être venus pour le direct. Je salue également tous ceux qui regardent le différé. Je vous retrouve sur Twitter au quotidien, mercredi dans la newsletter. Et je vous souhaite un très bon début d'été, puisque désormais il fait plus chaud en France qu'à La Réunion, où c'est le début de l'hiver. Bonne journée, bonne semaine, bons investissements à tous. Au revoir.